Comment un ordinateur fait-il pour décider si un email est en spam ou pas? Ou bien si une transaction par carte de crédit est frauduleuse? On est entouré de ces décisions binaires, de ces choix oui-non. Aujourd'hui, on va décortiquer deux méthodes vraiment puissantes pour apprendre machine à faire ses choix. La régression logistique et les arbres de décision. Prenez une boîte de réception, par exemple. Chaque jour, il y a comme un gardien invisible qui filtre tout le bruit et qui prend des centaines de micro-décisions, spam ou pas spam. Mais comment ça marche, cette petite magie? Ou alors pensez à une demande de prêt. Un algorithme va analyser un profil et, hop, il rend son verdict, approuvé ou refusé. C'est une décision binaire, mais avec des conséquences qui peuvent être énormes dans la vie de quelqu'un. Et dans le monde de la finance, n'en parlons pas. Des milliards sont en jeu sur une seule et même question. Est-ce que le cours de cette action va monter ou est-ce qu'il va descendre? Encore une fois, c'est un choix entre deux possibilités. En fait, toutes ces questions, elles appartiennent à une grande famille de l'apprentissage automatique, la classification. Le but, ce n'est pas de prédire un chiffre comme le prix d'une maison. Non, ici, on veut coller une étiquette, attribuer une catégorie. C'est oui ou c'est non, c'est spam ou pas spam. Alors, comment on s'y prend? On pourrait penser que l'approche la plus simple est la meilleure, mais en réalité, elle cache un piège assez fondamental. D'instant, on se dit « Allez, on trace une ligne ». C'est simple, non? Tout ce qui tombe d'un côté, c'est oui, et tout ce qui est de l'autre, c'est non. C'est le principe de la régression linéaire, un outil génial pour prédire des valeurs continues, mais pour ce qu'on veut faire, c'est une autre histoire. Le problème, c'est que cette approche est super fragile. Regardez bien, à gauche, la ligne a l'air de faire le job. Mais à droite, il suffit d'ajouter un seul point de données un peu extrême, et voilà, toute la ligne bascule. Des prédictions qui étaient correctes il y a une seconde deviennent tout à coup fausses. Bref, ce n'est tout simplement pas assez solide pour nous. Il nous faut donc un outil un peu plus malin, un outil qui a été pensé spécifiquement pour ce genre de problème binaire. Et la voici, la solution. Plutôt qu'une ligne droite qui peut partir à l'infini, on va utiliser cette courbe très élégante en forme de S. C'est ce qu'on appelle la fonction sigmoïde. Et elle a une propriété quasi magique. Elle est toujours coincée entre 0 et 1. Et ça, c'est le cœur de la régression logistique. Le modèle ne donne pas une réponse brute, un oui ou un non. Il donne une probabilité. Une sortie de 0,8 par exemple, ça ne veut pas dire oui, ça veut dire il y a 80% de chances que la réponse soit oui. C'est bien plus nuancé et au final c'est beaucoup plus utile. Pour vraiment voir la puissance de cette idée, on va la mettre à l'épreuve. Et on va prendre un exemple où les enjeux sont littéralement une question de vie ou de mort. Cette citation, elle nous met direct dans l'ambiance. Dans les années 40, on ne comprenait pas grand-chose aux maladies cardiaques. L'attention du président Roosevelt, juste avant sa mort, aujourd'hui, ça déclencherait toutes les alarmes. Mais à l'époque, on a sous-estimé le danger. Et c'est justement ce manque de connaissances qui a lancé l'une des plus grandes études médicales de l'histoire. Cette étude, c'est l'étude de Framingham. Ils ont suivi des milliers de personnes sur des décennies. Ils ont tout noté, leur mode de vie, leur santé, une vraie mine d'or d'informations. Et notre mission, c'est d'utiliser ces données pour entraîner un modèle de régression logistique qui pourrait prédire le risque de développer une maladie cardiaque dans les 10 ans. Alors, construire le modèle, c'est une chose. Mais comment on sait s'il est bon? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Après avoir entraîné notre modèle sur une partie des données, on le teste sur des données qu'il n'a jamais vues. Et le résultat? Une précision globale de 84,8%. Ça a l'air pas mal, non? Mais attention, en médecine, toutes les erreurs ne se valent pas. Qu'est-ce qui est le pire? Dire à une personne saine qu'elle est peut-être malade, ce qu'on appelle une fausse alerte, ou bien dire à une personne malade que tout va bien, et donc passer à côté d'un diagnostic. La deuxième erreur est évidemment bien plus grave, et le chiffre de la précision globale, il cache complètement cette nuance. Pour y voir plus clair, on utilise deux mesures différentes. D'un côté, la sensibilité, c'est la capacité du modèle à repérer tous les vrais malades. De l'autre, la spécificité, sa capacité à identifier correctement les personnes en bonne santé. Dans un monde parfait, on voudrait les deux à 100%, mais dans la vraie vie, il y a toujours un compromis à faire. Et ce compromis, on le voit très bien ici. Rappelez-vous, notre modèle donne une probabilité. Il faut donc fixer un seuil pour décider quand cette probabilité devient un oui. Si on met un seuil très bas, on va être très agressif. On va détecter plein de malades, la sensibilité est haute. Mais on va aussi créer plein de fausses alertes, la spécificité est basse. Et si on est prudent, avec un seuil élevé, c'est exactement l'inverse qui se produit. Le point vraiment crucial à retenir, c'est qu'il n'y a pas de réglage parfait. Le meilleur modèle va dépendre du contexte. Pour un test de dépistage à grande échelle, on va vouloir une sensibilité maximale. Pour confirmer un diagnostic avant un traitement lourd, on va privilégier la spécificité.
C'est un choix qui est stratégique, bien plus que mathématique. D'ailleurs, les professionnels ont un outil pour ça, la courbe ROC. C'est un graphique qui leur permet de visualiser ce fameux compromis entre sensibilité et spécificité pour tous les seuils possibles et de choisir le point d'équilibre qui leur convient le mieux. La régression logistique, c'est puissant, mais on doit avouer que ce qui se passe à l'intérieur peut parfois ressembler à une boîte noire. Et s'il existait une autre approche, complètement différente et beaucoup plus simple à interpréter? Bienvenue dans le monde de l'arbre de décision. Le principe est simple. Imaginez un organigramme ou un jeu où il faut deviner quelque chose en posant une série de questions. Eh bien, ce modèle fonctionne exactement comme ça. Il divise les données en posant des questions, l'une après l'autre. Regardez cet exemple tout simple. L'arbre commence par une question: la personne a-t-elle plus de 50 ans? Si la réponse est oui, on continue sur cette branche et il demande: est-elle fumeuse? Et ainsi de suite. Chaque réponse nous emmène sur un chemin différent. L'avantage est énorme, c'est la transparence. On peut suivre pas à pas la logique du modèle et comprendre exactement pourquoi il a pris une décision. Et tout ça nous amène à une question fondamentale. Pour une prédiction qui concerne la santé, que faudrait-il privilégier? La précision brute d'une boîte noire comme la régression logistique, qui est peut-être plus performante mais un peu opaque, ou la clarté totale d'un arbre de décision qu'on peut décortiquer de A à Z, même s'il est un tout petit peu moins précis. Performance contre compréhension, c'est vraiment l'un des plus grands débats de l'intelligence artificielle aujourd'hui.